juste pour simplifier les choses, les règles du commerce international sont particulièrement sensibles à tout ce qui s'appelle les barrières tarifaires. Quand je dis sensible, là, ça fait partie des règles du jeu du commerce international que d'interdire ce genre de choses-là. C'est à bannir, ça, les barrières tarifaires. Aujourd'hui à l'émission, on parle des revendications des agriculteurs en ce qui a trait à l'organisation des mises en marché des produits agricoles. Demandons à professeur Bouchard ce qu'il en est au juste. Le troisième pilier que nous traitons aujourd'hui, c'est le marché, c'est-à-dire l'organisation de la mise en marché des produits agricoles, ce qui est énorme puisqu'on met en marché environ pour 8 milliards de produits agricoles chaque année. On a d'abord tenté de se servir des coopératives pour le faire, mais finalement, on a opté pour des plans conjoints collectifs de mise en marché, des plans conjoints obligatoires dans chaque secteur de production. Et dans le secteur du lait et de la volaille, on est même allé jusqu'à établir des quotas de production et fermer les frontières. C'est ce qu'on a appelé c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui d'ailleurs la gestion de l'offre, dont on parle beaucoup, puisqu'elle est contestée par les ententes de libre-échange. Tout ce système est sous l'autorité d'un quasi-tribunal qu'on appelle la Régie des marchés agricoles et qui est là depuis 1966. On dit souvent que notre agriculture nourrit le Québec, mais les aliments que nous retrouvons dans le supermarché ne proviennent-ils pas d'un peu partout dans le monde? Comment expliquer ça, Roméo? Le marché est roi dans notre système économique. C'est vrai aussi pour les produits alimentaires. Aujourd'hui, 75% pratiquement de ce que nous mangeons vient de l'extérieur et a parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver jusqu'à nous. Et comme la concurrence dans le libre-échange est très forte, le prix que reçoivent les agriculteurs pour leurs produits est de plus en plus problématique. Pour se protéger, les cultivateurs ont d'abord créé des coopératives, mais seulement 25% des agriculteurs en devenaient membres, ce qui était insuffisant pour négocier efficacement avec les gros acheteurs. On a alors implanté le système des plans conjoints de mise en marché collective, qui sont adoptés en référendum par tous les producteurs d'un secteur et gérés par le syndicat. Ces plans-là négocient les prix avec les gros acheteurs et organisent la mise en marché de toute la production du secteur. Dans certaines productions, comme le lait, les œufs, la volaille, le sirop d'érable, le lapin, on a ajouté un système de quotas de production pour ajuster la production au marché intérieur avec des tarifs douaniers qui empêchent l'importation de ces produits-là de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la fameuse gestion de l'offre. Le rapport Pronovo a examiné de près ce système contraignant géré par le syndicat unique sous la surveillance de la Régie des marchés agricoles. Bon, la gestion de l'offre, c'est une stratégie, dans le fond, qui veut faire en sorte que certains produits soient élevés, ou en tout cas mis en marché, fabriqués ici. Et puis, en termes purement économiques, c'est pas un mauvais système, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Parce que si je le réduis à sa plus simple expression, ça veut dire tout simplement, écoute, on a des besoins, on va s'organiser pour bien les mesurer, on va combler ces besoins-là avec l'agriculture d'ici, et puis on va rémunérer ceux qui assurent ces productions-là d'une façon convenable. Okay? Et puis, pour protéger ce système-là, on interdit aux autres de
déverser, dans le fond, leur production chez nous. Tout à fait. Et c'est pas bête du tout comme... Tout à fait. Par contre, là où il y a deux problèmes avec la gestion de l'offre, la première, c'est la façon, puis là, c'est une série là, d'éléments, la façon dont c'est géré ici, le règlement sur la production de lait, par exemple, ou les œufs, puis bon. Il y a plein d'éléments là-dedans qui sont des éléments qui sont très négatifs pour certains producteurs. Je vais vous en donner quelques-uns comme ça en cascade, puis je pourrais en faire une liste assez longue. Savez-vous qu'un producteur laitier qui a un certain troupeau, pensons à 70 vaches, okay? Il ne peut pas en donner 20 à son garçon. C'est interdit. Il ne peut pas donner du quota à ses enfants. Il faut qu'ils les vendent. Il faut qu'il les vende, puis ça passe par un système de vente qui est géré centralement. Autre chose... Ce qui peut nuire vraiment à une certaine relève, là. On parle directement de la relève quand on parle de relève. L'agriculteur veut donner ses bêtes à tout à fait, son tout enfant. à fait. Donc, et puis on tout le monde empêche dit qu'on a besoin de relève. De relève et puis qu'il faut aider la relève. On fait ça. Autre chose qu'on fait aussi, on interdit à un jeune agriculteur qui aurait marié une jeune agricultrice. Les deux sont des petits producteurs de lait. Okay? Ils sont mariés. Et puis, on leur refuse de fusionner leurs deux fermes. Fait qu'ils ont deux entreprises à gérer. Et puis même, si je ne me trompe pas, là, le règlement prévoit qu'ils n'ont pas le droit de transférer du quota d'une place à l'autre. Tu sais, vous faites exprès, là. Puis ça existe, ça. Un autre exemple, puis j'en ai plusieurs de ces exemples-là. Beaucoup sont importants pour la relève. Un autre exemple, c'est le suivant. Il y a une quantité globale de lait, par exemple. Je prends beaucoup mes exemples dans le domaine du lait parce que je le connais mieux que d'autres. On prend... Il y a une quantité qu'on peut produire chaque année. Puis cette quantité-là, même si l'augmentation n'est pas très forte, elle a tendance à augmenter tranquillement. OK? Soit parce que la population augmente, un petit peu plus de gens, bien, ça prend un petit peu plus de beurre, un petit peu plus de yogourt, et ainsi de suite. Ou encore, leurs habitudes alimentaires changent. Ils mangent plus de beurre. Point. Et puis, la coutume, le règlement, plus que la coutume, le règlement veut que le quota additionnel ou la quantité additionnelle globale soit répartie entre les producteurs en exercice. OK? Mais c'est réparti en fonction de la taille de leur troupeau. Ça veut dire que les petits, ils n'ont pas beaucoup, puis les gros, ils n'ont plus. Vous voulez faire des bonnes choses pour la relève. Faites pas ça. Vous pourriez prendre ce quota-là, puis avoir une autre stratégie, et puis dire cette production additionnelle qu'on peut se permettre, étant donné la demande, cette production additionnelle, je la garde pour la relève. Ce système assez contraignant, comme on le voit, a fini par se généraliser dans toutes les productions. Mais il a toujours suscité de l'opposition de la part de certains groupes de producteurs qui préféreraient faire eux-mêmes leur mise en marché. Aujourd'hui, il est vu comme un obstacle à la fois pour le libre-échange et pour la mise en marché locale des produits artisans, paysans ou des produits de niche. Les producteurs sous gestion de l'offre, par exemple, sont confrontés aux ententes de libre-échange qui concèdent aux pays étrangers des parts de marché de plus en plus importantes
de leur marché protégé, justement. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude pour ce qui est des producteurs? Bien, assurément, quand il y a des ententes supranationales avec les États-Unis, avec les pays asiatiques ou encore avec l'Europe, puis que finalement, bien, ça vient attaquer les parts de marché. Ou, je dirais, quand tu regardais pour ce qui est du quota, je me rappelle, il y a quelques années, c'était 30 000 du kilo et plus. Aujourd'hui, c'est moindre. Puis, je dirais que c'est les gouvernements qui ont fait en sorte que la valeur du quota est à la baisse parce qu'il y a moins de sécurité par rapport à la valeur du quota. Fait que les gens sont inquiets, ça c'est sûr. Là, quelques années, il y a eu tout ce qui est le bœuf, la production de bœuf, c'était très présent. Il y a eu le marché s'est effondré. J'ai des amis qui avaient une entreprise dans la MRC des Basques, le marché s'est effondré. Il n'est pas passé au travers. Là. Dans l'agneau aussi, hein? Oui, l'agneau, c'était très difficile, puis ça demeure difficile. Je me rappelle, à l'époque, les gens disaient avec 250, 400 agneaux, tu pouvais vivre. Là, quelques années, avec 10 000 entailles, quand je dis quelques années, c'est là, une quinzaine d'années, tu pouvais vivre. Aujourd'hui, bien, les entreprises de séricoles, il y en a qui ont 50, 100, 150 000 entailles. Donc là, je pense qu'à 150 000, tu peux vraiment très bien vivre. Par ailleurs, les nouveaux paysans et ceux qui font des produits de niche réclament le droit de mettre leurs produits en marché eux-mêmes. Mais ils se frappent à la résistance de la Régie des marchés et de l'UPA qui gèrent conjointement les plans conjoints. Il faut bien comprendre que les plans conjoints de mise en marché collective sont une sorte de vache à lait pour les organisations agricoles, car chaque année, plus de 6 milliards de produits alimentaires transitent par les agences de vente obligatoires de ces plans conjoints-là. On espère quand même que par plusieurs tribunes, qu'il y a un contre-pouvoir ou une contre-opinion qui émerge. Je pense qu'avec la gestion de l'offre actuellement, on assiste à ça. On a compris qu'il n'y a pas un ministre ou un gouvernement qui allait oser dire quelque chose contre la gestion de l'offre. Maxime Bernier en a fait les frais, puis ça lui a coûté sa présidence de parti, ou peut-être même plus. Pas nécessairement que je suis d'accord avec les positions de Bernier, mais il a fait la démonstration que juste le fait de vouloir critiquer la gestion de l'offre, c'était politiquement un suicide. Bon. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'ont pas le goût de s'attaquer à ça, sauf qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que présentement, le Canada vit une position internationale intenable, schizophrénique, paradoxale. Il veut ouvrir les frontières, puis en même temps les fermer. Bien là, branchez-vous. OK? Vous voulez fermer l'entrée du lait, mais exporter du porc au Japon. Est ouverte ou est fermée votre frontière? Fait que là, ils cherchent des façons de contourner la gestion de l'offre sans l'attaquer de front. Bon, fait qu'ils permettent des accords internationaux qui vont faire entrer du lait, des œufs, de la volaille, du fromage de l'étranger, qui contournent. Fait qu'ils sont en train d'effriter le système par en dessous sans oser l'attaquer de front, alors qu'on serait dû pour une réforme majeure de ce foutu système-là. La loi de la mise en marché des produits agricoles dit très clairement que toute mise en marché directe, parce que la loi prévoyait qu'il faut laisser quand même une petite porte de sortie. Et la loi dit très clairement, article 63, toute mise en marché directe ne pas être soumise à quelque plan conjoint ni quota que ce soit. Donc, selon la loi, je vous vends du lapin, des œufs, du lait, du bœuf, du porc, directement, pas de problème. Je n'ai pas à me soucier d'avoir un quota ou pas. La deuxième phrase de l'article 63 dit « La Régie peut en décider autrement si elle juge qu'une menace sérieuse pour le marché ou pour l'application des plans conjoints. » Ben voyons, si je vous vends 3 lapins ou 2 litres de lait, est-ce que j'ai vraiment fait trembler Métro et mort Walmart, puis etc., tous les géants de l'industrie alimentaire? Bien voyons donc, c'est n'importe quoi. Mais étant donné qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur devant la Régie, qui sont les fédérations de l'UPA, bien la Régie, j'ose pas dire servilement, mais dit « Ouais, OK, donc il y a... Non, on ne permettra pas à ces gens-là de faire plus que 99 poulets par année, puis les œufs de 100 pondeuses, puis 24 dindons. C'est pas beaucoup, ça. Fait que la demande qu'on a faite devant la Régie, c'est d'avoir le droit de produire 300 dindons, des œufs de 300 pondeuses et 2000 poulets. C'est pas un phénomène nouveau. C'est largement la situation partout ailleurs au Canada.
La Colombie-Britannique vous permet de faire ça. L'Alberta permet même de vendre du lait à la ferme, 50 litres par jour. Les quotas, il y en a au Nouveau-Brunswick, mais il y a moyen de les avoir gratuitement. On peut avoir jusqu'à 40 000 poulets en quotas sans que ça coûte quelque chose, juste au bord de la frontière. Fait qu'on ne comprend pas pourquoi on est traité comme des Canadiens de seconde classe et qu'on n'a pas droit au hors-quota. Surtout que c'est la loi qui dit ça en plus. Fait que là, on est allé devant la régie. Ça fait 3 ans déjà. Ça a pris 2 ans avant d'être entendu parce que toutes les fédérations de l'UPA ont essayé de nous empêcher d'intervenir. Après 2 ans, ils ont enfin permis qu'on puisse être entendu. La première demi-journée d'audience s'est passée avec les batteries d'avocats des fédérations de l'UPA et de l'UPA elle-même qui ont demandé à la régie de ne surtout pas entendre l'Union paysanne. Nous représentons tous les fermiers du Québec. Il n'y a personne d'autre qui a une autre opinion. Est-ce clair? Bon. Deuxième demande, le rapport Pronovo. Interdiction formelle aux régisseurs de lire le rapport Pronovo. Okay? Troisième demande, le rapport du groupe Cyrano de l'Université Laval sur les circuits courts de mise en marché. Interdiction de lire ce document. Okay? Bon. Là, la présidente de la régie a dit, écoutez, le rapport Pronovo, quand même, de façon honnête, je pense que tout le monde l'a lu ici. C'est quand même un rapport gouvernemental qui a fait l'objet d'une... Hein? Mais vous comprenez un peu la démarche. Donc, les avocats de la Fédération ou des fédérations et de l'UPA ont tout fait pour nous empêcher de parler. Et finalement, j'ai gagné le droit d'intervenir en disant, écoutez, moi, je n'ai pas payé ma cotisation à l'UPA pendant des années parce que l'UPA m'a éjecté, jugeait que j'étais pas à la mode, trop diversifié, pas un vrai agriculteur. Bref, qui me représente? Fait que moi, je produis quand même des œufs, puis du poulet, puis toutes sortes de choses pendant 30 quelques années sur ma ferme. Fait que finalement, qui me représente? Je ne suis pas membre de l'UPA. Mais l'UPA... Et là, le régisseur, après 1h30 de délibérer, bon, OK, effectivement, ouais, d'accord. Fait qu'on va permettre à Maxime Laplante de représenter l'Union paysanne parce qu'il n'est pas représenté autrement par les filières de l'UPA. Bon, fait que vous imaginez un peu le cadre dans lequel ça se plaçait. Selon les statuts et règlements de la régie, elle est tenue de rendre son jugement dans de 4 mois. Les audiences se sont terminées au 2 novembre. 2 novembre plus 4 mois, ça donne le 2 mars. À moins que je me trompe dans mes calculs scientifiques. On est rendu au mois de juin, aucune nouvelle. Ne donne pas de nouvel échéancier, ne donne aucune justification. Rien du tout. Silence radio sur toute la ligne. Bon. Fait que présentement, donc, le ministre, en principe de l'Agriculture, est responsable de l'application de la loi. On va demander au ministre d'intervenir dans les délibérations de la Régie, mais si la Régie n'applique pas ses propres règlements et qu'elle n'applique pas la loi sur la mise en marché des produits agricoles qui permet la vente directe, bien là, on dit au ministre, pourriez-vous peut-être intervenir pour qu'il se passe quelque chose à l'autre bout, dans cette boîte-là? Bon. On comprend que le cabinet n'est pas chaud de s'embarquer là-dedans. Là, on a une démarche entamée auprès du protecteur du citoyen aussi. Donc, c'est un peu le bilan de ce qui se passe avec la Régie des marchés agricoles. Finalement, la Régie des marchés a accepté d'entendre l'Union paysanne, mais elle n'a accordé qu'un hors-quota de 300 poules pondeuses au lieu de 100. Et rien pour les poulets, rien pour les dindons. En somme, précisément, la suggestion qu'avait faite l'UPA. Sur le terrain, de plus en plus de petits producteurs tentent d'échapper au plan conjoint et font eux-mêmes leur mise en marché, quitte à payer en double pour un plan conjoint qui leur sert finalement à rien. La ferme est juste assez grosse. Des fois, j'ai accès à certains programmes. Mais je ne suis pas non plus dans les... J'ai pas un permis industriel, puis je suis pas dans... Fait qu'il y a plein de gros programmes aussi que moi, ça cadre pas parce que le chiffre d'affaires est pas assez gros pour justifier ça. Versus, il y a des programmes comme du MAPAC, tout ça, des fois, qui sont intéressants au niveau de l'équipement, de pouvoir, comme là, je regarde pour un nouveau pressoir, dans le fond, pour améliorer la productivité. Il existe des programmes. C'est sûr, il faut fouiller. Il faut fouiller beaucoup. C'est comme si, au début, tu t'es vu comme une agriculture marginale. Tu sors du protocole conventionnel, disons, puis au début, tu dis « Ah non, ça sera pas. » C'est toujours « soit c'est pas rentable » ou ça, tu vas...
Puis en réalité, le monde, les consommateurs, présentement, il y a une grosse demande pour l'agriculture de niche, de proximité, mais il manque des outils puis des leviers pour permettre à plus de producteurs, justement, de faire exploser ce modèle-là, finalement. Puis là, on est en circuit court, fait que ça devient... il y a plein d'avantages là, au niveau même des émissions carbone, tout ça. T'sais, dans le fond, si on consomme localement, on pourrait consommer encore plus. Là, je vois pas pourquoi on achète des carottes des États-Unis quand on peut en faire des très bonnes ici. Puis il y a plein de choses qu'on fait très bien ici, mais on dirait qu'un moment on est déconnecté de tout ça. Puis c'est juste de revenir à ce qu'on peut faire. On peut bien le faire. Puis ça prend des outils aussi qui nous permettent d'y arriver. Moi, j'ai toujours eu l'impression de soutenir les autres producteurs plutôt qu'avoir que l'ensemble des producteurs qui me soutiennent. Puis l'autre chose, c'est là, ils sont en train de modifier ça, là, ça a l'air, mais le fait de toujours avoir payé une double cotisation, nous autres, on est une petite entreprise qui paye quasiment 700 pièces de cotisation, alors qu'une grosse entreprise, une ferme laitière qui a 100 vaches, va payer la moitié de la cotisation que moi, je paye. À un moment donné, il y a comme une absurdité. Là, fait que c'est sûr que moi, j'ai l'impression... Puis, je veux dire, je suis content de contribuer à l'agence de vente pour que les autres producteurs qui ne veulent pas faire leur mise en marché aient un outil pour faire leur mise en marché. Sauf que eux autres, ils ne payent pas pour les contraintes que ça amène, l'agence de vente, pour moi, pour faire ma propre mise en marché. Il n'y a comme pas le juste retour. Là, ça, en plus, ta mise en marché, c'est toi qui la finances. Oui. Bien, c'est ça. Mais je paye aussi pour financer celle des autres. Tout à fait. Mais, je veux dire, je suis capable d'être solidaire. C'est juste qu'à un moment donné, la solidarité, elle va dans les deux sens. Là. C'est comme pour la production bio, comme pour la certification. C'est toute la même chose en disant il y a un manque de réciprocité. Non, Parallèlement au plan conjoint, les nouveaux paysans commencent à former des coopératives de mise en marché qui sont la base d'un réseau de distribution en circuit court. La Coop des Champs en est un très bel exemple. La coopérative a vraiment démarré par le simple fait qu'on cherchait à dynamiser en fait les régions. On était un groupe de 5 motivés qui cherchaient des idées pour dynamiser le secteur rural, dynamiser les régions en général. C'est parti de plusieurs discussions, puis on est parti avec le fait qu'on avait envie aussi de développer la mise en marché de producteurs de petites surfaces. Donc, tout ça a donné une coopérative qui a pour mission de positionner puis de promouvoir l'agriculture éco-responsable par le biais de production de petites surfaces, de l'éducation à l'environnement, puis aussi de développement de différents projets. Fait que dans le fond, la coopérative, c'est vraiment une coopérative qui a 3 secteurs d'activité. Le premier, c'est vraiment de faire de la mise en marché avec des petits producteurs du secteur pour subvenir aux besoins des restaurants puis des commerces de détail. On a un volet aussi plus de valorisation du territoire. Ceux qui ont des bâtiments, des terres, qui veulent valoriser, qui ont des projets, on est là pour les aider. Puis on a un volet éducatif, donc on fait des ateliers, on fait des conférences, on fait aussi des magazines et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment la coopérative. Dans le fond, il y avait un besoin au niveau des restaurateurs. Donc, dans le fond, les restaurateurs sont toujours en quête de produits locaux, de produits frais de la région. Puis, il y avait un besoin au niveau des producteurs qui voulaient faire plus de bénéfices, faire plus de sous un peu en développant leur marché. T'sais. Parce que, bon, en région, on s'entend que les paniers famille, ça va bien, mais il faut être à côté d'une grande ville là, pour fournir beaucoup de paniers de famille. Donc, quand tu es dans une région qu'il n'y a pas nécessairement des grandes villes, bien, en fin de compte, les gens font leur propre jardin dans leur cour. Fait que la mise en marché des paniers de famille est quand même assez limitée. Il faut développer d'autres mises en marché. Fait qu'il y avait 2 besoins. Puis les restaurateurs, eux, avec la coopérative, bien, c'est un moyen d'avoir à faire 46 000 téléphones pour pouvoir avoir leurs légumes. Puis les producteurs, bien, avec la coopérative, c'est un moyen de distribuer leurs légumes et en étant ensemble, puis d'avoir un volume suffisant pour intéresser les restaurateurs. Il y a tout un concept qu'il faut leur expliquer, donc il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Puis qu'un coup qu'ils ont compris le concept, puis surtout qu'ils ont goûté une première année,
là, ils sont vraiment vendus. Là, ils en reveulent, ils en reveulent, ils en reveulent. Parce que les gens aussi, les consommateurs aiment ça. C'est de se dire, ben ce que tu manges là, ben ça vient de la ferme des Parallèles, les jardins parallèles, la ferme Ravigotte, la ferme Canopée. Dans le fond, ils sont tous impressionnés par voir là, le lien géographique de leur assiette. Êtes-vous en contact avec d'autres expériences proches de la vôtre ailleurs au Québec? Est-ce que ce maillon-là, cet intermédiaire-là dans la mise en marché, il est en train de se mettre en place un peu partout? Bien, en fait, nous, quand on l'a démarré, on se l'était dit, hein, on invente quelque chose, là. Dans le fond, on a tout inventé de zéro parce qu'on n'avait pas assez d'influence provinciale qui faisait environ la même chose. Mais tu sais, tout le monde, il y en a quelques-unes. Là, on parle des bio-locaux avec la Canopée. La Canopée. Avec la Capée, dans le fond, on trouve que bon, il y avait une ressemblance, puis tout ça, mais tu sais, on n'est vraiment pas dans le mimétisme. Là. On est autre chose. On a créé notre propre structure, puis chaque organisation crée leur propre structure, mais on souhaite que la nôtre puisse influer, puis qu'elle puisse faire bénéficier les autres régions de ce genre de structure-là. Ouais. Vous rêvez d'un réseau de coop des champs, quoi. Ben, l'idée, c'est pas de devenir big, mais c'est de faire en sorte que chaque région ait une structure pour faire valoir leurs produits locaux. On voit que c'est un concept qui fait des petits. Là, dans les autres régions, on en entend parler, je sais pas trop, dans la Naudière, même dans Chaudière-Appalaches, tout ça. Là, on sent... Il y en a qui veulent comme s'inspirer de ce qu'on fait. Des fois, on se fait poser des questions. Enfin, on sent que c'est comme un nouveau concept là, qui est en train de se développer. Là. Tout est dans la qualité, tu sais. Dans le fond, c'est pas à cause qu'on est marginalisé, on promeut une agriculture un petit peu plus de petite surface, plus marginalisée, que les produits sont de moins belle qualité, tu sais. Il y en a qui disent, bon, mais tu sais, c'est ramassé comme ça, c'est pas lavé, puis non. Les produits sont impeccable. Ouais. Puis les standards sont assez hauts. Les standards sont très élevés, puis les produits sont impeccables. Alors, tu sais, le restaurateur qui reçoit une laitue du Mexique, bien, il va la mettre dans son frigo, elle va durer 3 jours. Il va prendre une laitue de la Coop des Champs avec les jardins parallèles ou la Canopée, bien, elle va durer 2 semaines dans son frigo. Puis elle va être parfaite. Là. Ça goûte le jardin. Ça goûte le jardin. Donc, il y a un aspect économie d'énergie pour eux aussi. T'sais. Nous, on leur offre la qualité. Eux, ils économisent dans un certain sens avec la qualité du produit. Fait que c'est sûr que d'année en année, ils en veulent toujours plus. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on parle d'un sujet explosif, les agriculteurs et l'environnement.